Merci d'être sur la télévision Labari. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Les acteurs de la société civile, à savoir Moukela Halidou du SINASEB, également secrétaire général adjoint de la CNT Mekoul Zodi et Moudi Moussa du mouvement Tournons la page TLP Niger, vont passer leur 107e nuit de détention dans les missions d'arrêt de Daïkaina, Walam et Kolo dans la région de Tilaberi. Ils ont été tous arrêtés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 contre le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent au Niger et à l'international pour exiger leur libération. Lancement officiel ce matin au lycée Issa Korombe des épreuves physiques et sportives du brevet d'études du premier cycle session d'août 2020. Ils sont 34 854 candidats inscrits pour le compte de la région de Niamey, repartis dans 20 centres. Le reportage avec Hamza Sakou et Sadoudoumi. Ils sont au total 151 960 candidats répartis dans 837 centres du pays, inscrits aux épreuves de l'éducation physique et sportive pour le compte du brevet d'études du premier cycle, BEPC. Ainsi, la présente cérémonie marque le lancement des épreuves physiques et sportives qui s'étaleront sur une semaine, occasion saisie par le gouverneur de la région de Niamey de promulguer des sages conseils à l'endroit de ses candidats. Nous sommes là pour vous souhaiter bonne chance, pour vous demander de ne pas forcer. Ne forcez pas pour ne pas vous blesser. Courez, sautez, lancez, jetez. Mais que tout se passe dans l'ordre, dans la discipline et surtout que le résultat final soit la parfaite santé de tous les candidats et de tous les candidats. Donc au nom du ministre des Enseignements secondaires et de tout le collectif des ministères chargés des enseignements et au nom de la région de Niamey que je représente en tant que gouverneur, je vous souhaite bonne chance. Vous êtes 34 850 candidats à Niamey. Je rappelle que vous êtes 34 850 candidats à Niamey, répartis sur 20 centres. Répartis sur 20 centres. Et j'ai toujours dit, en tant qu'enseignant, que la valeur de l'enseignant ne se résume pas au nombre de diplômes dont il est bradé, mais seul compte la réussite des élèves. C'est votre réussite qui nous importe. Abondant dans le même sens, le directeur de cabinet du ministère de l'enseignement secondaire a également appelé les candidats à plus de discipline pour un meilleur résultat au BPC session 2020. Ce que nous vous demandons, c'est de vous concentrer, c'est de donner le meilleur de vous-même, parce que le travail que vous aurez fait individuellement, c'est ça qui va sanctionner le cycle, le premier cycle du secondaire, c'est-à-dire de la 6e à la 3e. Pour cette année, pour le BPC sportif, nous avons 837 centres, dont 20 centres, comme le gouverneur a dit, pour la région de Niamey. Et nous avons plus de 151 000 candidats, environ 152 000. Parce que nous avons à cette date inscrit 151 960 candidats à travers tout le pays. Donc ce qui est attendu de vous, c'est de persévérer et nous fondons l'espoir que vous n'allez pas décevoir vos parents qui ont tant mis pour votre éducation, vous n'allez pas décevoir vos professeurs qui ont mis tout ce qu'ils peuvent pour votre encadrement, vous n'allez pas décevoir l'État qui met les ressources
à votre disposition pour vos études. Notons qu'après ces épreuves physiques, viendront les épreuves écrites prévues le 6 août 2020 prochain. À l'Assemblée nationale, la première session ordinaire au titre de l'année 2020 a été clôturée ce matin. Dans son allocution de clôture, le président Hussein Tini s'est exprimé entre autres sur la COVID-19, le terrorisme, l'agriculture et l'élevage. Plus de précisions avec Alice Ibrahim et Ibrahim Abdou. La clôture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2020 a débuté avec l'exécution du l'hymne national suivi par l'appel nominal des députés. Tout juste après, le président de l'Assemblée nationale, Hussein Tini, dans le discours qu'il a prononcé, a mis l'accent sur le contexte caractérisé par la présence de la maladie à coronavirus et son impact sur l'ensemble de la société. Distingués invités, l'hécatombe annoncée à corps et à cri ne s'est pas produite. Nous en rendons grâce à Allah, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, protecteur des croyants qui placent leur confiance en lui. Nous en sommes reconnaissants au président Issoufou Mahamadou, dont la capacité d'anticipation nous a permis de faire face avec beaucoup d'efficacité au premier choc de l'arrivée du virus dans notre pays. Il y avait surtout cet engagement et ce courage déployé par le gouvernement et toutes les équipes qu'il a mises en place. Nous raisons tous redevables aujourd'hui. Cependant, nous devons avoir une pensée forte, une reconnaissance émue pour le corps médical qui continue à être en première ligne de la riposte. Par la suite, le président de l'Assemblée nationale s'est prononcé sur les questions du terrorisme, de l'agriculture, de l'éducation, mais aussi des résultats engrangés par la session. La question du terrorisme reste encore d'actualité, mais l'on notera pour s'en féliciter que les forces du mal reculent de plus en plus sur tous les fronts. Il faut en savoir gré aux forces de défense et de sécurité et à la détermination des plus hautes autorités de l'État. S'agissant de la saison agricole, la représentation nationale soutient les objectifs du plan de campagne agro-pastorale tel que décliné par le ministre en charge du secteur à l'occasion d'une question d'actualité. S'agissant de l'école, la représentation nationale encourage vivement le gouvernement dans sa volonté de sauver l'année en cours. Pour en venir au bilan de la session qui s'achève, je dirais qu'en dépit du contexte ayant rendu son démarrage très laborieux, cette session aura atteint d'excellents résultats. Pour finir, le président de l'Assemblée nationale, Hussein Tini, a souhaité que la campagne agricole soit bonne pour l'ensemble des producteurs ruraux afin que les conséquences du Covid-19 soient endiguées et que la croissance économique du Niger retrouve son dynamisme. Cérémonie de remise de matériel roulant et technique du programme des Nations Unies pour le développement PNUD à la Commission électorale nationale indépendante CENI. C'était ce matin en présence de plusieurs invités de marque et de nos reporters Asma Seydou et Sadoudoumi. 10 véhicules tout-terrain, 200 ordinateurs, laptops, desktops professionnels et 8 vidéos satellites, ainsi que leur équipement, le tout d'une valeur d'un peu plus de 3 milliards de francs CFA. C'est la composition du don offert par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD à la Commission électorale nationale indépendante CENI à travers la présente cérémonie. Un acte qui contribuera à participer au progrès important dans la préparation des élections générales du Niger 2020-2021. Notre rencontre aujourd'hui, comme vous l'avez entendu, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des actions proposées par le projet Appui au cycle électoral du Niger, dont l'objectif est de favoriser une bonne gouvernance démocratique et contribuer à l'organisation des élections crédibles, transparentes, inclusives et apaisées et conformes aux normes internationale bénéficiaire de l'adhésion de la population nigérienne. Outre le matériel et les équipements dont nous procéderons à la remise de PNUD, apporter appui aussi à la CENI en termes
d'expertise technique. Ce matériel aujourd'hui que nous remettons d'un coût total de 3 milliards environ de francs CFA, soit 5 millions de dollars, entre dans le composant du renforcement des capacités de la CENI et de la transmission des données dans les délais légaux pour accompagner les opérations électorales. Ça n'est suivi la remise symbolique des clés au président de la CENI par la représentante du PNUD au Niger. Pour le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, ces matériels viennent à point nommé. La cérémonie du séjour nous donne l'occasion de prendre possession d'un important matériel roulant et technique d'un coût de 3 milliards 302 millions 218 752 francs CFA, tombe à point nommé. Il permet d'inscrire l'action de la CENI dans la durée inhérente à son mandat et à son nouveau statut d'institution permanente. De lui assurer une modernisation de ses outils, en particulier l'informatique, la logistique, la technologie de la communication et le transport sécurisé des données électorales. De lui apporter efficacité et compétitivité dans la conception, la mise en œuvre des outils nouveaux nécessaires à la consolidation du processus. Ces efforts qui illustrent la ferme volonté et l'engagement du PNUD pour la promotion de la démocratie et le développement s'inscrivent dans la tradition des Nations Unies à favoriser la paix et la démocratie à travers le monde. Il s'inscrit également dans l'esprit de la solidarité internationale entre le Niger et ses partenaires techniques et financiers. La signature d'acte de transfert entre la CENI et le PNUD a sanctionné la cérémonie officielle de la remise des matériels roulants et techniques par le Programme des Nations Unies pour le développement. Rôle et importance des institutions de redevabilité au Niger, c'est le thème de l'atelier organisé par le projet USAID Chiga en collaboration avec le Conseil supérieur de la communication CSC. C'est le président du CSC, Dr Kabir Sani, qui a présidé cette cérémonie tenue hier à l'hôtel Radisson Blu. Le compte rendu avec Ismaël Moumouni Moussa et Cheb Kisso. Conjuguer leurs efforts afin de soutenir les politiques qui font la promotion du développement économique et social en renforçant la capacité des institutions étatiques et des organisations de la société civile en vue de créer des espaces d'engagement pour un dialogue constructif. C'est en ce sens que le Conseil supérieur de la communication et l'USAID, à travers le programme Chiga, organise cet atelier sur le rôle et l'importance des institutions de redevabilité. Cet objectif est conceptualisé à travers 3 composants, car Chiga est basé sur la triade essentielle et complémentaire d'idées. Tout d'abord, fournir une assistance technique aux organisations de la société civile pour accroître leur capacité à plaider pour un changement positif. Deuxièmement, soutenir les institutions gouvernementales ciblées afin de renforcer leur capacité et leur transparence dans la mise en œuvre des politiques publiques. Enfin, pour créer et soutenir d'espaces d'engagement constructif entre les citoyens, la société civile et l'État pour identifier et mettre en œuvre les priorités politiques ciblées. Cette troisième composante d'engagement constructif devrait soutenir une communication à large échelle et un partage transparent des informations ainsi que renforcer l'engagement dans l'action collective et initier un dialogue inclusif. C'est ce qui nous a amenés ici aujourd'hui. Le principe et l'état de l'État et droit sont cardinaux et universels. Cette activité témoigne l'étroite collaboration entre ces deux institutions. Le projet Chiga et le CSC ont convenu d'organiser cet atelier qui nous réunit aujourd'hui afin de rassembler les institutions essentielles de redevabilité et les organisations de la société civile au plus haut niveau pour connaître davantage les rôles et les domaines d'intervention de chacune. En effet, il s'agira de savoir leur rapport aux citoyens et l'angle de redevabilité.
Il s'agira également de connaître la contribution de la société civile et de créer un espace d'engagement entre acteurs autour de thématiques clés où il sera question des principes de base qui guident les institutions et les OSCE, à savoir le principe de bonne gouvernance, le rôle des institutions de redevabilité, la place et le rôle du citoyen dans la redevabilité, le rôle de la société civile dans la redevabilité, comment soutenir la bonne gouvernance ou comment le citoyen peut-il accéder à ces institutions de redevabilité. Pour que la redevabilité puisse être exercée dans la pratique, il est nécessaire de déterminer précisément qui est responsable de quoi et envers qui, ainsi que d'établir des mécanismes d'examen avec des procédures claires pour le suivi et évaluation de la conduite de ceux qui sont redevables et exiger qu'ils soient passibles de sanctions s'ils n'ont pas respecté leur engagement. La Cour des comptes a publié son rapport général public 2017, 2018 et 2019. Il a révélé plusieurs irrégularités dans les services publics, ce qui fait réagir les citoyens nigériens qui demandent au président de la République de châtier les auteurs des malversations et autres pratiques malsaines dans les services publics. On les écoute. La Cour des comptes a rendu un rapport qui fait état d'énormes irrégularités. Je pense qu'il y a lieu de saluer le travail que la Cour a eu à faire à ce sujet. Et c'est quelque chose qui vient juste de joindre, comme c'était le cas dans le cadre du ministère de la Défense. Et je pense que nous attendons aussi que les autres institutions de la République enjoignent aussi le pas de la Cour des comptes. Je pense que c'est le moment ici de saluer le courage de cette institution et nous espérons que la suite, cette affaire connaîtra une suite et que vraiment les fonds qui ont été détournés reviennent des droits aux contribuables. Parce qu'il n'est pas question que les gens, de par leur position, continuent à détourner flagramment les fonds publics. C'est devenu monnaie courante, en tout cas depuis une décennie, que le vol est devenu vraiment une sorte de système de gouvernance où les gens, tranquillement, volent l'argent au vu et au su de tout le monde. Il n'y a pas de sanctions. Donc, ce qui donne vraiment une certaine possibilité et envie à d'autres personnes aussi de s'adonner à une telle pratique. Et tout ça, je pense qu'il n'y a qu'un seul justificatif, le manque de gouvernance. Il faut que l'État, de par l'arsenal juridique qu'il a en sa position, vraiment se mette à l'évidence que les fonds publics ne peuvent pas être la propriété de quelques individus. Quand on est animé d'un humanisme quelconque, ça ne peut pas être conçu. C'est inconcevant de constater que chaque jour que Dieu fait, au lieu de travailler pour le peuple, on continue toujours à utiliser, à sucer le peuple jusqu'à la moelle épinière. Parce que ça, là, c'est en quelque sorte, c'est sucer le sang du peuple. Maintenant, à la fin du rapport, ils ont bel et bien mentionné que ce rapport a été déposé à la présidence et à l'Assemblée nationale. De grâce, moi je sais que le peuple nigérien, peut-être qu'il est encore ignorant, mais on dit le poisson pourrit par la tête. Au Niger, tous ceux-là qui puent, ils ont eu l'aval, ils ont eu le consentement, l'avis favorable de leur supérieur hiérarchique. Sinon, si on est sérieux, si le président de la République lui-même est en train de respecter son serment vis-à-vis, de faire respecter, c'est-à-dire de respecter et faire respecter les lois de la République, je crois qu'on ne peut pas avoir de détournement au ministère de la Défense et que rien n'est fait. Les acteurs de la société civile qui ont dénoncé sont en prison. Pendant que ceux qui ont pillé, ceux qui ont mangé l'argent gratuitement, circulent dans leur boubou brodé avec le costume de la honte. Je crois que si le président il est là, si réellement sa politique de Boulala, il est vraiment cantonné sur sa politique de Boulala, je crois qu'il n'est pas tard
il n'est pas tard pour pouvoir arranger les choses et pour pouvoir faire régner la justice. Nous savons que la justice divine va régner, mais nous avons dit que la justice sera rendue au nom du peuple nigérien. Et c'est le même peuple qui demande la justice, s'il vous plaît, monsieur le président. Il ne faut pas que les gens se cachent derrière la démocratie pour appliquer certaines règles, pour dire que la justice est ceci et cela. Il y a des hommes qui volent les pays. Il y a des gens qui volent les ressources. Les ressources là, il appartient à tout le monde, à ses fils, à ces pauvres qui se trouvent à Arlit, à ces pauvres qui se trouvent dans des villages reculés. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, la période, la situation que les pauvres Nigériens sont en train de vivre, partout au village, la situation de nos parents, elle est désastreuse, elle est alarmante. Parce qu'aujourd'hui, nous nous trouvons dans des saisons pluvieuses où vous allez trouver un paysan qui n'a ni semences, ni à manger, ni à cultiver. Il ne peut que regarder son propre terrain. Mais question, au Niger, qui est supérieur à qui? À qui appartient ces pays? À qui appartiennent ces ressources? Lorsqu'il n'y a pas une institution où les finances n'est pas volatilisées, le Niger va où? C'est ça la démocratie? C'est ça l'état de droit? Je crois que le président de la République, comme il disait, mais Boulala, il doit créer les conditions de châtier les gens. L'autre disait, qui aime bien châtie bien. Il est en fin du mandat. Il doit créer les conditions, il n'a aucun regret moral de punir qui que ce soit. Place à présent à la chronique judiciaire. Cette semaine, elle porte sur la perquisition, un thème développé par Maître Nepi Amani Mustafa, avocat à la Cour. Très bonne réception et au revoir. La perquisition est une mesure qui, dans le cadre d'une enquête, consiste pour les officiers de la police judiciaire de chercher des éléments de preuve dans des lieux privés pour essayer de montrer la culpabilité ou non d'une personne à l'issue d'une infraction pénale. Les règles régissant la perquisition diffèrent selon qu'on se retrouve en enquête de flagrance ou en enquête préliminaire. L'enquête de flagrance, c'est toutes les fois où une infraction vient de se commettre, ou dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée a été retrouvée en présence d'éléments laissant penser qu'elle a participé à la commission de cette infraction. Ou aussi, la personne revient reconnaître les faits devant l'officier de la police judiciaire. C'est ces situations-là qui peuvent amener un officier de la police judiciaire à diligenter une enquête de flagrance. Et toutes les fois où la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise que par la saisie des papiers, documents, objets à la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir les objets relatifs aux faits incriminés, on dit l'officier de la police judiciaire se transporte sans désemparer sur le champ alors au domicile de ces personnes pour y procéder à une perquisition dont il dresse un procès verbal. Donc, vous allez comprendre que ce n'est pas n'importe qui peut se lever, tout policier ou tout garde ou tout gendarme qui soit, pour aller perquisitionner. Il faut que cette personne qui va procéder à la perquisition ait la qualité d'officier de police judiciaire. C'est l'article 16 de notre code de procédure pénale qui a fait ressortir ces personnes-là qui ont la qualité d'officier de police judiciaire. Les règles régissant cette perquisition sont tout autant définies par la loi. Pour faire une perquisition
toujours en enquête de flagrance, eh bien, la perquisition est faite en présence de la personne au domicile duquel l'opération a lieu. Il faut forcément la présence de cette personne. On dit en cas d'impossibilité, si la personne ne peut pas, pour des raisons techniques, pour des raisons matérielles, se présenter à son domicile pour que cette perquisition se fasse à sa présence, l'officier de police judiciaire qui se trouve être sur le lieu doit l'inviter à désigner un représentant pour assister à cette perquisition. Si cette condition ne peut aussi être remplie, eh bien, on dit l'officier de police judiciaire doit désigner 2 témoins. Mais la condition aussi, c'est que ces 2 témoins ne doivent pas être sous son autorité. Le procès verbal de perquisition est signé par toutes les parties, toutes les personnes en présence. Si c'était la personne au domicile de laquelle l'opération a lieu, la personne doit apposer sa signature. Si c'était son représentant, la personne doit apposer sa signature. Si c'était les 2 témoins désignés par l'officier de police judiciaire, ces personnes doivent aussi apposer leur signature. S'il y a refus de mentionner, d'apposer leur signature après avoir participé à l'opération, mention de ce refus doit être portée au procès verbal. Maintenant, on dit, si pour des raisons de nécessité, l'officier de police judiciaire doit constater une infraction, eh bien, on dit, il peut faire recours à toute personne qui a les compétences. Il se peut que l'officier n'a pas la compétence dans tel ou tel domaine en rapport avec l'infraction dont l'enquête de flagrance est en cours, eh bien, conformément à la loi, l'officier de police judiciaire peut faire recours à toute personne qui a la compétence. Toutes ces opérations ci-dessus citées doivent intervenir dans un temps bien déterminé, dans des horaires bien déterminés. La réponse a été donnée par l'article 54 de notre code de procédure pénale. On nous dit les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 5 heures du matin et après 21 heures. C'est extrêmement important. Ce n'est pas parce que la personne est soupçonnée d'avoir participé à une infraction ou bien d'avoir commis une infraction qu'on va essayer de violer la quiétude de cette personne-là. Au-delà de la commission de l'infraction, la personne reste un être humain qui a des droits inaliénables. Le respect, c'est ce qu'on appelle le respect de la vie privée. Parce que d'habitude, les perquisitions s'opèrent dans des lieux privés, soit un domicile, soit un bureau à usage professionnel, ainsi de suite. Ça, c'est le principe. De 5 heures à 21 heures. On ne peut pas... C'est l'intervalle qu'on peut opérer des perquisitions. À côté du principe, il y a 2 exceptions prévues par la loi. La première situation, c'est lorsque le chef de famille requiert l'officier de la police judiciaire pour venir à son domicile pour faire une perquisition ou pour faire des constatations. Eh bien, dans cette situation, le respect des horaires là vont sauter. Parce que c'est le chef de la famille qui se trouve être le propriétaire de la maison qui demande à l'officier. Donc c'est ça, on appelle une réclamation provenant de l'intérieur de la maison. La deuxième situation, c'est les exceptions prévues par la loi. Il y a plusieurs exceptions prévues par la loi. La première situation, c'est en matière de terrorisme. Eh bien, en la matière, c'est l'article 605.6 de l'ordonnance numéro 2011-13 du 27 janvier 2011 qui nous dit
Les officiers de police judiciaire agissant en matière de lutte contre le terrorisme peuvent procéder à des perquisitions domiciliaires et à toute saisie en cas de présomption d'existence d'indices en relation avec une entreprise terroriste. C'est ça la condition. Présomption d'existence d'indices en relation avec une entreprise terroriste. Ces perquisitions et saisies peuvent être menées à tout moment et à tout lieu. Donc là, c'est vraiment une exception prévue par la loi parce que, quel que soit l'endroit, de par cette disposition, l'officier de la police judiciaire qui se trouve en présence de présomption d'existence d'indices en relation avec une entreprise terroriste peut opérer une perquisition. Quel que soit le lieu et quel que soit l'heure. Donc ça peut être 4h, 2h, 3h du matin. La loi lui donne l'autorisation. La deuxième situation, c'est en matière de drogue. Mais là, il faut souligner que c'est bien encadré par la loi. Parce que c'est l'article 119 de l'ordonnance 99-42 du 23 septembre 99 relative à la lutte contre la drogue qui nous donne la solution. On nous dit les visites, perquisitions et saisies dans les locaux où sont fabriqués, transformés ou entreposés illicitement des drogues à risque ou à haut risque, ou des précurseurs, équipements et matériels destinés à la culture, à la production ou à la fabrication illicite des dites drogues, et dans les locaux où l'on use en société des drogues à haut risque sont possibles à toute heure du jour et de nuit. Maintenant, on nous dit elles ne pourront se faire de nuit que pour la recherche et la contestation des infractions prévues aux articles 94 à 100 de la même loi. Tout procès verbal dressé pour un autre objet sera frappé de nullité. Elles doivent être précédées d'une autorisation écrite du procureur de la République lorsqu'il s'agira de les effectuer dans une maison d'habitation ou dans un appartement. Ce qui veut dire que cette loi, au-delà de l'autorisation accordée, encadre strictement cette procédure. C'est seulement pour certaines infractions relatives à la drogue que les perquisitions peuvent se faire à tout moment, de jour comme de nuit et à toute heure. Et aussi, s'il s'agira de les effectuer dans une maison servant d'habitation, l'autorisation écrite préalable du procureur de la République est indispensable. Donc, tout ça, c'est pour vraiment encadrer la liberté des personnes. C'est pour amener les officiers de la police judiciaire à respecter un tant soit peu la vie privée des citoyens. Ces procès-verbaux de perquisition doivent revêtir un certain formalisme qui, en l'absence, peut amener à annuler ces 10 procès-verbaux. La réponse est donnée par l'article 416 du Code de procédure pénale qui nous dit « Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulé en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement. » J'expliquais tantôt que pour certaines perquisitions, il faut la présence par exemple de la personne au domicile duquel l'opération a lieu. À défaut, il faut désigner un représentant. À défaut, il faut désigner 2 témoins. Ça, c'est des formes. C'est ce qu'on appelle la forme. Si un OPJ, un officier de la police judiciaire, passe outre et dresse un procès verbal dans des conditions autres que celles prévues par la loi, eh bien, ces procès verbaux peuvent être annulés conformément à l'article 416. N'auront plus de valeur probante
Or, l'objectif, c'est cela, c'est de servir comme preuve à la justice. Donc, c'est pourquoi la forme doit aussi être respectée. Donc, tout ce que nous avions dit, c'est lorsque l'officier de la police judiciaire agit en enquête de flagrance. À côté de cette enquête de flagrance, il y a l'enquête préliminaire. Donc là, c'est prévu par l'article, par le code de procédure pénale. On dit les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l'assentiment express de la personne chez laquelle l'opération a lieu. Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé, ou si celui-ci ne sait écrire, il est fait mention au procès verbal ainsi que de son assentiment. Donc, en enquête préliminaire, eh bien, la personne, au-delà de sa présence, doit donner son autorisation expresse de procéder à la perquisition. Contrairement à l'enquête de flagrance où c'est juste la présence qui est demandée et non l'autorisation. Donc, il y a aussi une autre situation pour les infractions militaires. Ce sont des infractions particulières qui répondent à un régime spécifique. Lorsque les officiers de police judiciaire militaire sont appelés, hors le cas de crimes et délits flagrants, à procéder à un constat ou à une perquisition dans des établissements ne dépendant pas du ministère chargé de la Défense ou dans une propriété privée où il a été commis un crime ou un délit relevant de la compétence de la juridiction militaire, il adresse à l'autorité judiciaire civile leur réquisition tendant à obtenir l'entrée dans ces établissements ou propriétés privées. L'autorité judiciaire civile est tenue de déférer à cette réquisition. Donc, lorsqu'une infraction militaire est soupçonnée d'avoir été commise dans un lieu, on dit ne dépendant pas du ministère chargé de la Défense. L'officier de police judiciaire militaire saisit l'autorité judiciaire civile pour requérir son autorisation. Cette autorité doit accepter l'autorisation, la réquisition et participer à l'opération pour procéder à cette perquisition. On dit en temps de guerre ou période d'exception, lorsqu'il s'agit de l'auteur ou du complice de l'infraction, les officiers de police judiciaire militaire peuvent passer outre les réquisitions de l'autorité judiciaire civile. Les perquisitions et saisies dans les établissements militaires et de leurs dépendances peuvent être effectuées à toute heure, de jour et de nuit, sur prescription des autorités investies des pouvoirs de poursuite judiciaire militaire. Donc vous voyez, c'est vraiment autant d'exceptions prévues par le législateur pour amener les gens à être perquisitionnés à tout moment et en tout lieu. Tout ceci reste, je dis bien, encadré, bien évidemment, par la loi.